Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre Alain Mérieux à l'Université catholique de Lyon pour cette conférence sur le thème « Combler notre retard d'investissement ». C'est toujours un plaisir que d'animer, de modérer des conférences, des journées de l'économie. Chaque année, c'est un plaisir renouvelé. Avec un taux d'investissement net des entreprises de la zone euro 2 fois inférieur à celui des entreprises aux États-Unis, 2% du PIB contre 4%, le retard semble indéniable. En cause notamment la diminution de 2 points de la croissance potentielle de l'économie française ces 20 dernières années, en raison d'une baisse de la productivité du travail, liée entre autres à la désindustrialisation de notre économie. Mais le manque de croissance ne concerne pas que l'Hexagone, il touche aussi toute la zone euro. Avec la transition énergétique, les investissements technologiques, l'Europe a-t-elle une occasion rêvée de rattraper ce retard d'investissement? Peut-être, à condition que l'environnement macroéconomique ne vienne pas tout perturber. Avec le retour des contraintes budgétaires, la hausse des taux d'intérêt réels et des coûts de financement, les perspectives ne sont pas forcément encourageantes, sans compter que la profitabilité des entreprises européennes reste en dessous des entreprises américaines. Dans ces conditions, comment financer le rattrapage de l'investissement des entreprises en Europe? À mes côtés, pour en parler cet après-midi, 4 intervenants, 3 ici et une en visioconférence. Patrick Artus, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'on ne présente plus, bien sûr, conseiller économique de Natixis. À votre droite, et juste à côté de moi, donc Gilles Berset, professeur à Neoma Business School. Et puis, de l'autre côté, Jean Pisani-Ferry, qu'on ne présente plus non plus, professeur d'économie politique à Sciences Po Lyon et titulaire de chaire à l'Université européenne, à l'Institut universitaire européen de Florence, entre autres, je dis bien. Et puis en visioconférence, Maya Bakache-Beauvalet, membre du collège et bien connue pour être issue de l'ARCEP, qui est confiné de son côté pour une raison qu'on peut comprendre. Il y a encore un peu de Covid qui traîne encore. Et donc, merci à Maya Bakache d'être quand même présente en visio avec nous pour ce débat. Alors, Patrick Artus, ce retard d'investissement, pour vous, il est incontestable. On va essayer de mieux comprendre les raisons. Et puis, le constat posé, vous nous direz s'il est possible d'inverser la tendance et comment. Patrick Artus, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et bon après-midi. Je vais faire 2 points dans cet exposé introductif. D'abord, quelques chiffres. J'espère que Gilbert aura les mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, pas toujours, oui, effectivement. Et donc, on le vérifiera. Ensuite, une réflexion sur la capacité de financer des investissements beaucoup plus élevés dans la zone euro que ceux que nous finançons aujourd'hui, en particulier avec la transition écologique, qui n'est pas qu'une transition énergétique. Donc, je commence par des chiffres. Alors, c'est toujours ennuyeux de montrer des chiffres, mais je vais vous montrer quand même, c'est une illustration de la fragilité des statistiques par ailleurs, c'est quand même assez intéressant. Donc si vous prenez le taux d'investissement total des entreprises en valeur, parce que je passe les détails, c'est plus robuste de le prendre en valeur, vous voyez que les États-Unis ont un taux d'investissement historiquement assez élevé, mais qui a faibli sur la fin. Les États-Unis, c'est la ligne noire. Que la zone euro a un redressement de son investissement avec un problème statistique qui est l'Irlande. Je vous passe les difficultés irlandaises, mais c'est la ligne bleu, je ne sais pas comment le caractériser, bleu. Et puis que la France, apparemment, a un taux d'investissement extrêmement élevé par rapport à la fois aux États-Unis et à la zone euro. Donc, voilà. Mais si on regarde l'investissement en logiciel, donc c'est des softwares, hein, vous voyez que, curieusement, la France a un taux d'investissement en logiciel qui est considérablement plus élevé que celui à la fois des États-Unis et de la zone euro.
Alors, il y a quelques explications, mais je pense qu'il y a une explication qui est qu'on ne mesure pas la même chose et qu'il y a un biais statistique dans la mesure des investissements logiciels en France. Donc, ça illustre la difficulté des comparaisons internationales, hein, en particulier sur la question de l'investissement. Si vous regardez les amortissements des entreprises, la consommation de capital fixe, donc c'est combien les entreprises amortissent chaque année, enfin c'est en rythme annuel, et vous voyez que la France a amorti des investissements beaucoup plus élevés que les États-Unis, un peu plus élevés que la zone euro, parce que comme il y a une présomption d'avoir un taux d'investissement logiciel très élevé, les logiciels ont une durée de vie courte et donc on a des amortissements plus élevés en France que dans les autres pays. Et alors, les choses se compensent quand vous regardez, se compensent un peu quand vous regardez le taux d'investissement net, c'est-à-dire l'investissement moins les amortissements, la consommation de capital fixe. Et vous voyez que les États-Unis ont un taux d'investissement des entreprises qui est élevé, que la France a un taux d'investissement des entreprises qui est nettement plus faible que celui des États-Unis et que la zone euro a encore un taux d'investissement des entreprises plus faible que la France. Et donc, je pense que ça, c'est plus proche de la réalité de l'investissement que les données brutes, etc. Donc, partons de l'idée que la zone euro investit assez peu, 2 points de PIB, comme le disait Jean-Pierre. Les États-Unis investissent 4,5 points du PIB en termes nets, donc c'est plus de 2 fois plus que la zone euro, et que la France est entre les deux avec un taux d'investissement qui n'est pas ridicule, mais qui est nettement plus bas que les États-Unis. Et si vous poussez dans le détail, vous avez ici le taux d'investissement en nouvelles technologies, en technologies de l'information et de la communication. Et vous voyez alors que les États-Unis ont une part de l'investissement en nouvelles technologies, donc c'est des ordinateurs, des logiciels, des matériels de télécom, qui est beaucoup plus élevé que la France ou la zone euro, hein, et que la France est très bas sur les investissements hors logiciel. Et enfin, quand vous regardez le stock de capital, la croissance du stock de capital, alors là je l'ai pris en volume, et hors logement, parce qu'on parle des entreprises, vous voyez que les États-Unis ont une croissance historiquement de leur stock de capital des entreprises qui est nettement plus forte que celle de la France ou de la zone euro, mais qu'il y a eu une décroissance considérable dans le temps, à la fois dans tous les pays, hein, de la croissance du stock de capital des entreprises. Donc retenons que la zone euro n'investit pas assez, sous-investit massivement par rapport aux États-Unis, qu'en France c'est dû assez largement à un déficit d'investissement en nouvelles technologies, alors pas en logiciel, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec les logiciels, mais en ordinateur, en matériel de télécom, et qu'on n'investit pas assez. Ça correspond bien aux données qu'on a, par exemple, par taille d'entreprise. On sait que les PME françaises font peu de recherche-développement, investissent peu en logiciel, ont des taux de dépôt de brevets extraordinairement faibles, qui sont 3 fois plus faibles que ceux des PME allemandes, et que planétairement, il y a une réduction de la croissance du stock de capital, donc du stock de capital des entreprises. Si vous regardez, par exemple, le cas français, on avait un stock de capital qui augmentait d'à peu près 3% par an dans les années 2000. On tombe à peu près 1,5% par an dans les années récentes. 1,5 point de stock de capital en moins chaque année, ça explique à peu près 1,5 point de croissance par an de moins. La réduction de la croissance potentielle et à une composante non négligeable qui est la réduction du stock de capital. Donc voilà les faits. Gilbert présentera d'autres faits, mais qui sont probablement cohérents avec ça. Alors, deuxième partie de cette réflexion. Je marche sur les plateformes de Jean, mais avec le rapport de Jean Pisani et de Selma Mahfouz, et puis avec des travaux autres qui concernent pas la transition énergétique, qui concernent le maintien de la biodiversité, les investissements nécessaires dans la gestion de l'eau, on arrive à peu près à l'idée qu'il va falloir qu'on investisse
en France, en Europe ou dans le monde. Alors, c'est plus dans le monde qu'en France ou en Europe, dans les pays de l'OCDE. Mais à peu près, qu'on investisse 3,5 points de PIB, 3,5 points du PIB, ça fait à peu près 85 milliards d'euros par an, hein, de plus que ce que nous investissons aujourd'hui dans les 3 transitions. Donc la transition énergétique, le maintien de la biodiversité et la gestion de l'eau. Le maintien de la biodiversité, ça, c'est d'après toutes les études internationales, ça coûtera à peu près 0,8 de PIB par an, et la gestion de l'eau à peu près 0,5 de PIB par an. Donc il faut qu'on trouve 80 milliards, à peu près 80 milliards, 85 milliards d'euros supplémentaires d'investissement par an pendant une période de 25 ans, la période nécessaire pour arrêter cette transition écologique. Et alors, la question qui se pose, c'est la capacité à accroître notre effort d'investissement de 85 milliards d'euros par an en France, hein, mais ce sont des chiffres comparables dans les autres pays européens ou dans les autres pays de l'OCDE. Et ça pose un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que nous pouvons espérer d'avoir plus d'épargne des ménages ? On a un taux d'épargne des ménages qui est déjà de presque 19% en France. C'est probablement pas très réaliste de penser que les ménages vont consommer davantage. Et puis, on n'a pas arrêté à essayer d'inciter les ménages à consommer davantage, hein, et pas à épargner davantage. Est-ce que l'État français va pouvoir faire les dépenses publiques nécessaires? Alors Jean, dans son rapport, suggère que l'État français finance une partie substantielle de ses dépenses par de la dette publique supplémentaire. Hein, enfin, l'État et les collectivités locales, etc. Les collectivités locales ont un rôle non négligeable. Bon, c'est pas complètement évident que ça soit acceptable financièrement ou institutionnellement. On a l'impression que l'Europe revient à des règles budgétaires assez strictes qui ne tiendront pas beaucoup compte des nécessités de la transition énergétique. Et puis, on a eu l'expérience une expérience naturelle infortunée qui est le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Et vous voyez que c'est ce choc sur l'aversion pour le risque international a déjà fait ouvrir l'écart de taux d'intérêt de la France par rapport à l'Allemagne de plus de 10 points de base. Et donc on a l'impression d'une assez grande fragilité des finances publiques françaises, moins que la fragilité des finances publiques italiennes par exemple. Et donc on n'est pas certain que l'État pourra assumer la charge d'une dépense publique et de dette publique supplémentaire. Et je crois, et puis je m'arrête là, et puis on discutera de ça, qu'il y a une piste non exploitée qui est de réduire les paiements que font les entreprises à leurs actionnaires. Vous savez qu'on a eu l'année dernière, je prends la France, hein, des entreprises cotées à Paris, on a eu presque 60 milliards d'euros de dividendes et 25 milliards d'euros de rachat d'actions, qui correspondent à un record historique. Et il y a une piste de financement de la transition énergétique et des autres transitions qui est de réduire ce montant qui est distribué aux actionnaire et d'investir ces sommes dans les investissements de transition. Et donc, ça n'appauvrirait pas les actionnaires à moyen terme, puisque ces sommes seraient investies dans l'entreprise et non distribuées. Et il y a un potentiel assez important, je crois, d'autofinancement, d'accroissement des investissements des entreprises financés par la rétention de profits, plutôt que dans cette course à la hausse de la distribution de profits et à la hausse des rachats d'actions. Donc c'est une piste que je suggérerais additionnellement aux autres pistes pour couvrir ces 85 milliards d'euros de financement. Ça fait juste 85. Ça fait juste 85. Oui, mais enfin, on ne peut pas piquer tout. Juste, Patrick Artus, bon, on a comparé bien sûr l'Europe, zone euro, la France et les États-Unis. Quid de l'Asie, enfin Chine et Inde peut-être, d'un mot quand même. Oui, alors on a eu des chiffrements globaux. Si on devait... alors il y a une réflexion qui est, est-ce que les pays riches doivent financer la transition des pays pauvres ?
Et les besoins, alors uniquement si on regarde la transition énergétique, ces études montrent que les besoins de financement, d'investissement additionnel dans les pays riches sont à peu près de 2,5 points du PIB, c'est le chiffre de Jean, et dans les pays pauvres sont de 5 points de PIB, parce qu'ils partent de beaucoup plus loin sur l'utilisation des énergies renouvelables, la dépendance au charbon, etc. Et donc il y aurait comme le poids économique des émergents et des pays de l'OCDE à peu près le même, si on devait financer la transition énergétique de tous les émergents par de l'épargne des pays de l'OCDE, ça triplerait le coût pour les pays de l'OCDE. Non, il ne faudrait pas qu'on consacre 2,5 points du PIB à notre transition, il faudrait aussi qu'on consacre 5 points de PIB à la transition des émergents. Et honnêtement, si les émergents n'ont pas les moyens, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux, de faire cette transition énergétique, on ne va pas beaucoup, c'est pas les 10% d'émissions de CO2 par rapport au total mondial que représente l'Union européenne. Ce n'est pas cette réduction de 10% qui va changer énormément la perspective climatique. Donc il va falloir qu'on finance, que les pays riches financent une partie des investissements de transition des pays pauvres, et ça alourdit effectivement considérablement la facture, parce que ces investissements de transition, à nouveau, sont 2 fois plus élevés par rapport au PIB des pays pauvres qu'ils sont par rapport au PIB des pays riches. Voilà. Et puis, alors, juste pour revenir, vous l'avez évoqué, hein, la situation de la France, de son endettement, situation des finances publiques. Est-ce que concernant la sphère publique, il y a véritablement une marge de manœuvre, ou ça va être, comme vous l'avez évoqué, essentiellement la sphère privée qui va... Il y aurait une marge de manœuvre qui considérerait qu'on est en économie de guerre. Si on était en économie de guerre, la politique monétaire serait extrêmement différente. La Banque centrale européenne maintiendrait des taux d'intérêt très bas, à la fois des taux d'intérêt à court terme et à long terme. Elle continuerait à acheter des dettes publiques. Et si vous avez des taux d'intérêt réels inférieurs au taux de croissance réel de l'économie, vous générez une marge de manœuvre de dépenses publiques qui ne font pas monter le taux d'endettement public. Mais clairement, les institutions européennes, que ce soit la Banque centrale ou que ce soit la Commission, etc., ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de penser qu'on est en économie de guerre. On doit retrouver 2% d'inflation, on doit retrouver 3 points de PIB de déficit public au plus, on doit faire baisser le taux d'endettement public. Et ces règles vont revenir l'année prochaine. Enfin, je veux dire, et donc, ça serait l'alternative. Ça serait de dire, on est en économie de guerre. Quand on a reconstruit les économies après la Seconde Guerre mondiale, on ne s'est pas occupé de l'inflation. On a mis en place des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs qui ont fait qu'on a pu se désendetter tout en faisant des dépenses publiques considérables. Mais on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Artus. Alors, Gilles Berset, vous ne partagez pas forcément tous les points de vue de Patrick Artus. Vous estimez que le taux d'investissement en France il est plutôt bon. Vous retenez surtout le premier graphique que nous a montré Patrick Artus, c'est ça? Voilà, je retiens surtout ce premier graphique et je vais montrer des graphiques complémentaires si jamais... Voilà, ils peuvent passer à l'écran. J'appuie désespérément sur le bouton vert. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez, sur ce graphique, pour un tas de pays, les pays du G7, plus l'Espagne, plus les Pays-Bas et la zone euro, il y a le taux d'investissement en valeur, donc l'investissement en valeur divisé par le PIB en valeur, tel que calculé par la comptabilité nationale. Et la France, ici, est en petit pointillé rouge. Et vous voyez que la France se porte effectivement très, très bien, ce que disait Patrick juste avant. La France se porte très bien, durablement, en termes de taux d'investissement. Alors ça nous amène évidemment à avoir un capital productif fixe supérieur par habitant, enfin par heure de travail, à celui des autres pays. Alors sur ce graphique, qui n'est pas forcément, s'il est plus clair sur l'écran que ce que nous voyons, ce que j'ai décomposé, c'est l'écart de produit intérieur brut par habitant comparé aux États-Unis. Donc la ligne 0, ça correspond aux États-Unis. Et puis, par une décomposition comptable du PIB, les facteurs de cet écart. Donc vous voyez que la France, qui est le 3e pays en partant de la gauche, zone euro, Allemagne, France, est très en dessous des États-Unis. On est un pays, presque un pays pauvre, si j'ose dire. On est à 28% en dessous des États-Unis en termes de produit intérieur brut par habitant. Il y a plus pauvre que nous, en particulier l'Italie
et l'Espagne sur ce graphique qui frôle les moins 40%, nous on frôle les moins 30%. Et quand vous voyez la décomposition, je ne vais pas la commenter entièrement, ces différents facteurs d'écart par rapport aux États-Unis, vous voyez la partie en vert clair, je crois qu'elle est aussi en vert clair ici, ça correspond justement à l'intensité en capital de l'économie, c'est-à-dire le volume de capital par heure de travail. Et vous voyez que la France est en tête de tous les pays et relativement supérieure aux États-Unis. Donc il y a une contribution positive de cette intensité capitalistique à l'écart du PIB par habitant par rapport au PIB par habitant américain pour l'année 2019 précédant la crise sanitaire. Alors, en gros, le gros de l'écart pour un pays comme la France, c'est le taux d'emploi, surtout par rapport à des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne. Si on rattrapait le taux d'emploi des Pays-Bas et de l'Allemagne, on aurait un produit intérieur brut en France d'au moins 10 points supérieur à ce qu'il est en ce moment, ce qui, avec notre taux de prélèvement, ferait des rentrées fiscales de 120-130 milliards d'euros par an. Vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Mais le point que je voulais souligner ici, c'est surtout la forte intensité capitalistique française comparée à tous les autres pays. Alors ça, c'est pour la quantité de capital. Maintenant, on peut se poser des questions sur la qualité du capital. Et ce que j'ai représenté ici, sur ce graphique, c'est depuis 1960 jusqu'en 2021, le nombre de robots par million d'heures travaillées. Et vous voyez que la France, qui est toujours en petit pointillé rouge, est assez bas. On est un pays assez peu robotisé par rapport à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, qui est le pays le plus élevé, ici pointillé noir. Alors, bien sûr, la dimension de l'industrie dans l'économie compte beaucoup dans ces écarts, mais l'industrie est 2 fois plus importante en termes de VA ou en termes d'emploi en Allemagne qu'en France, et l'écart est largement supérieur à un facteur 2 entre la France et l'Allemagne, ici, concernant la robotisation. Ce qui signifie que, en termes de qualité du capital, mesuré ici par la diffusion des robots, la France est un peu bas. Et si on fait un zoom pour pas mal de pays sur l'année 2021, de ce nombre de robots par million d'heures travaillées, mais vous voyez qu'on est très en dessous de la zone euro en moyenne, et on est dans la partie gauche des pays à bas niveau de diffusion de la robotisation. Donc ça, c'est un point évidemment d'alarme. Si on regarde maintenant ce qu'évoquait Patrick précédemment, c'est-à-dire les TIC, technologies de l'information et de la communication, ce que j'ai représenté ici, ce n'est pas l'investissement, c'est le capital en valeur divisé par le PIB en valeur. Et ce que vous voyez, c'est depuis le début des années 60 une augmentation de la diffusion des TIC, et puis à partir du début du siècle, une stabilisation. Ça ne veut pas dire que ça ne se renouvelle pas, bien sûr. Il y a des nouveaux ordinateurs qui remplacent les anciens, et les nouveaux, pour une même valeur, ont un volume plus important et des performances plus importantes. Néanmoins, on est à peu près stabilisé dans tous les pays. Et vous voyez que la France, qui est toujours en petit pointillé rouge, est un pays qui est en tête. Ici, parmi les pays G7, plus l'ensemble de la zone euro, plus les Pays-Bas, plus l'Espagne, c'est un pays qui est en tête en termes de diffusion des TIC rapportés au PIB. Et pareil, si on fait ce ratio pour l'année 2022, en décomposant pour les TIC les 3 composantes. Matériel de communication, ordinateur et logiciel. On voit que la France est assez élevée, donc c'est le 4e bâton en partant de la droite, est assez élevé. Il y a plus, mais on est quand même assez élevé, surtout pour la composante logicielle. Alors quand on discute avec les comptables nationaux français, ils reconnaissent que peut-être la France applique peut-être avec plus de zèle, je dirais, de sérieux, les préconisations d'Eurostat pour la comptabilisation des logiciels que d'autres pays. Mais cet écart, vous voyez, la forte prépondérance des logiciels qui va de pair avec un faible volume de hardware et un faible volume des matériels de communication,
vient aussi sans doute du fait qu'il est très difficile de faire la part dans du matériel informatique entre ce qui est vraiment matériel et ce qui est logiciel. Quand vous achetez un ordinateur, il peut y avoir des logiciels intégrés à cet ordinateur et les comptables nationaux, normalement, sont censés faire en partie la part de ce qui est logiciel et de ce qui est matériel informatique. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes méthodologies. Donc, sans doute, dans les prochaines années, il y aura un petit coup de rabot sur la partie logicielle, c'est ce qu'évoquait Patrick précédemment. Ça ne changera pas la big picture de ce que j'ai présenté ici, à savoir que la France est un pays fortement capitalistique et avec une interrogation sur la qualité du capital, une interrogation, parce qu'on a vu tout à l'heure que robotisation n'est pas forcément vaillante, et puis la partie TIC sera un peu abaissée d'1 ou 2 points dans les futurs comptes. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors l'histoire que j'ai derrière est issue de recherches que j'ai pu mener avec Jacques Mérès et Jimmy Lopez sur les dernières années, et qui serait la suivante. La France est un pays très très régulé sur son marché du travail, très très régulé, plus régulé que la très grande majorité des pays de l'OCDE. Et cette forte régulation, évidemment, contraint les entreprises quand elles veulent réduire la voilure en termes d'effectifs. C'est plus coûteux et plus long en France que dans beaucoup d'autres pays. Et ça a des conséquences. Cette régulation très forte du marché du travail a un peu un impact sur le choix de la combinaison productive par les entreprises, l'impact qu'aurait une augmentation du coût du travail. Et donc une substitution défavorable au travail et plutôt favorable au capital. Mais simultanément, ça augmente le prix du risque, et les technologies récentes étant plus risquées que les technologies anciennes, ça réduit bien sûr l'appétence à investir dans des technologies à la pointe, à la frontière, comme ce qui ressort de la robotisation. Donc vous voyez, la France est dans une position ambiguë, beaucoup de capital parce que marché du travail très, très régulé, ajustement de l'emploi très coûteux, mais simultanément un capital qui serait de moins bonne qualité que d'autres pays, ce qui soulève les mêmes inquiétudes que ce que tu soulevais, hein, d'une certaine façon. La France serait moins prête à certains défis que d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de certaines flexibilisations du marché du travail, comme les ordonnances de 2017, les ordonnances travail 2017, même si leur effet est plus progressif qu'on aurait pu le souhaiter? Eh bien, on peut en attendre un effet emploi favorable et un effet investissement un petit peu défavorable, mais pour de l'investissement de moins bonne qualité. Pour vous donner un seul exemple du contenu de ces ordonnances, évidemment, la barémisation du coût des licenciements sans cause réelle et sérieuse, ça introduit un maximum dans le coût des licenciements, dans le coût d'ajustement de l'emploi, et ça, c'est directement un facteur prix qui amène les entreprises à être un peu moins réticentes à embaucher, et du coup, qui amène la combinaison productive à se déformer plus en faveur du travail et moins en faveur du capital. Mais encore une fois, c'est le capital de moins bonne qualité en moyenne qui en pâtit. Merci beaucoup Gilles Berset. Une question sur... on sait que la France est le premier pays d'accueil en Europe des investissements étrangers depuis 4 ans. Est-ce que c'est synonyme aussi de dépendance ou de fragilité en cas de retournement de tendance ? Beaucoup de gens, beaucoup d'économistes, et Jean connaît ça très bien, se sont penchés sur la question des raisons de la forte attractivité française. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup d'aides qui accompagnent ces investissements étrangers. Quand des entreprises étrangères veulent installer un site en France, elles sont considérablement aidées, ce qui est aussi le cas dans d'autres pays comme l'Allemagne, mais un peu moins dans d'autres pays de la zone euro. Il y a évidemment le capital humain qui est encore assez fort, malgré tout ce qu'on dit de l'école. Il y a un stock de capital humain qui est bon. Il y a une position géographique centrale de la France dans la zone euro et en Europe. Et puis il y a des infrastructures de bonne qualité. Donc il y a une constellation de facteurs qui peuvent aboutir à cette attractivité, en quelque sorte, de l'économie française pour la localisation des investissements étrangers. Ces facteurs, pour certains d'entre eux, sont en danger. On pense à la qualité du capital humain. Les pays qui étaient un peu en retard augmentent. Et puis, tout le discours sur la qualité de l'enseignement en France repose quand même sur des bases réelles. Et il peut y avoir une baisse, évidemment, de la qualité relative de la main-d'œuvre française, comparée aux autres pays de la zone euro. Par contre, en termes d'infrastructure, de localisation encore plus, de localisation géographique encore plus, les atouts de la France sont beaucoup plus durables, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup. Alors Jean Pisani-Ferry, il y a au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord, on va dire, hein, c'est que la transition écologique, hein, dans ses différentes dimensions, comme l'a évoqué Patrick Artus, nécessite des investissements massifs, mais avec quel calendrier, j'ai envie de dire? Merci. Si vous me permettez, je voudrais d'abord faire quelques remarques sur le constat Oui, avant de bien sûr. rajouter de la complexité. C'est quand même très frappant, il me semble qu'on a un problème assez sérieux de statistiques. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à mesurer ce dont on parle. Et je dois dire que je vois que la France est devant les États-Unis en termes d'investissement logiciel, dont je vois qu'elle est complètement à l'écart en termes de la composition du stock de capital. Je veux dire, on a des problèmes de mesure qui deviennent assez sérieux. L'économie ne répond pas à nos catégories statistiques, ou en tout cas, la manière dont on implémente ces catégories statistiques, effectivement, on n'a pas l'impression que ça capte une réalité très, très, très forte. Donc, je voudrais juste faire ce point de précaution, parce que c'est quand même ça le point de départ dont on part. Hein, c'est un constat statistique, ce n'est pas nécessairement un constat en termes d'éléments qu'on peut mesurer avec un peu plus de certitude, par exemple la compétitivité, le commerce extérieur, des choses comme ça. C'est vraiment des choses sur l'investissement et le stock de capital, et j'ai un peu de doute. Alors maintenant, supposons qu'on a effectivement une réalité qui est celle-là, c'est-à-dire qu'on a des besoins d'investissement qui sont importants et qu'on rajoute à ça des besoins d'investissement pour la transition. Alors, ça nous amène où? Ça nous amène à des montants absolument considérables, puisque on est, ce que les chiffres, moi je suis assez d'accord avec les chiffres de Patrick, c'est-à-dire on est 3,5 points de PIB en dessous de là où on devrait être, plus éventuellement tout ce qui est l'effort pour relocaliser, pour moderniser le stock de capital existant, plus l'investissement au capital humain auquel Gilbert a fait référence. Donc on est très loin, en fait, de notre objectif. Et comment est-ce que l'investissement dans la transition va jouer? Il va jouer d'une manière qui est, en fait, très différente de l'investissement traditionnel. C'est-à-dire, l'investissement traditionnel, les entreprises investissent parce que, typiquement, si elles investissent dans des technologies, dans des logiciels, etc., elles le font pour économiser le travail, elles le font pour améliorer leur capacité de production, elles le font pour des motifs de ce type, pour des raisons d'efficacité ou des raisons de capacité. Et là, pour la transition, comme pour, en fait, les questions de biodiversité, comme pour les questions d'eau que Patrick a citées, on est dans une logique qui est très différente, c'est-à-dire qu'on n'investit pas pour augmenter des capacités de production, on n'investit pas pour améliorer l'efficacité, on investit parce qu'on en a besoin pour des raisons qui sont extérieures, en fait, à la logique de l'entreprise. Autrement dit, une entreprise, jusqu'à présent, elle, comme l'entreprise, comme les ménages, comme tout le monde d'ailleurs, elle consommait des ressources non renouvelables. Enfin, elle consommait des ressources. Elle considérait que le maintien du climat, c'était quelque chose dont elle n'avait pas à se préoccuper. Elle considérait que le maintien de la biodiversité, ce n'était pas quelque chose dont elle avait à s'occuper, etc. Et tout à coup, elle se rend compte qu'il faut qu'elle s'en occupe, et simplement, c'est un coût supplémentaire. Donc cet investissement, il existe du point de vue de la demande, il n'y a aucun doute, hein, mais du point de vue de l'offre, il ne va pas créer des capacités supplémentaires. Et s'il ne crée pas des capacités supplémentaires, alors à terme, il va nous permettre d'économiser des combustibles fossiles. Mais ça, c'est à terme. Dans la période de transition, il va falloir investir parce qu'il va falloir, en fait, faire plus en termes de stock de capital, parce qu'un des mécanismes fondamentaux de la transition, c'est de remplacer des combustibles fossiles par du capital. Si vous pensez à ce que c'est qu'une éolienne, une ferme solaire, une centrale nucléaire, si vous pensez ce que c'est qu'une voiture électrique, si vous pensez ce que c'est qu'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière à gaz, etc., c'est toujours la même chose. C'est beaucoup plus de capital.
et en contrepartie, vous économisez des coûts d'exploitation. Et ça, c'est très bien à terme, mais dans la transition, c'est quand même un problème assez lourd. C'est-à-dire que vous allez devoir en fait investir beaucoup plus pour produire la même chose. Et donc ça, c'est le mur qu'on a devant nous. Alors, la question ensuite, c'est comment on peut financer ça. Donc Patrick disait, on peut demander aux entreprises de faire un peu moins de distribution de dividendes et de rachat d'actions. On peut demander, moi je disais, on peut demander que lorsqu'il y a de bonnes raisons pour financer ça par de la dette, on peut considérer le financement par de la dette. Par exemple, pour les collectivités territoriales, dans la mesure où si on considère que l'investissement dans la rénovation des bâtiments, dans le système de chauffage, c'est quelque chose qui est générateur d'économies sur les combustibles fossiles, ben, on peut donc gager cet endettement sur les économies à venir. On ne peut pas dire ça pour tout, hein, on ne peut pas dire ça pour les ménages. On ne va pas aller chercher les économies que vont faire les ménages sur leur chauffage. Mais en revanche, pour les entreprises et surtout pour les collectivités territoriales, on peut. Donc il y a des dettes vertueuses et des dettes qui ne sont pas. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un raisonnement fin, il faut être très précis et il faut s'assurer de ce qu'il y a bien une rentabilité économique et qu'il y a bien une capacité d'aller chercher ces économies. Donc si on met tout ça, est-ce qu'on arrive à boucler l'équation ? Je ne suis pas sûr. Et je crois qu'effectivement, la référence que faisait Patrick à l'économie de guerre, elle est pertinente. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est une situation dans laquelle tout à coup, il y a un mur d'investissement qui se dresse devant nous. Et pour traiter cette question du mur d'investissement, il faut aller chercher méthodiquement toutes les mesures qu'on peut prendre. Il faut aller chercher toutes les capacités qu'on va avoir de répondre à ce besoin d'investissement. Mais il ne faut pas se cacher qu'on est dans une situation qui ressemble à une situation de guerre, en tout cas d'un point de vue économique. C'est-à-dire que quand vous devez faire un effort de défense, brutalement, vous êtes dans une situation dans laquelle ça bouleverse tout. Ça bouleverse la hiérarchie des instruments de politique économique, ça bouleverse les considérations d'équité. C'est un type de fonctionnement qui est différent. Alors, je ne dis pas qu'il faut financer la transition écologique par de la créativité, en particulier de la créativité monétaire. Je dis simplement qu'il faut se poser la question. Il faut mettre face à face l'ensemble des besoins et puis les ressources, les capacités qu'on a et voir ce qui est possible et comment on réconcilie les deux. Un mot pour terminer sur la question des pays émergents. Sur la question des pays émergents, les pays émergents ont un gros besoin, ou les pays en développement en tout cas, ont un gros besoin d'investissement, mais ils ont un gros besoin d'investissement qui pourrait être financé par le privé, par exemple dans tous les secteurs énergétiques. Dans les secteurs énergétiques, cet investissement, dans des pays qui sont en général bien dotés du point de vue de l'ensoleillement, l'énergie solaire peut être un investissement très rentable. Le problème auquel ils font face, c'est qu'il y a un risque spécifique, non pas à l'investissement, mais au pays, qui est considérable et qui fait qu'ils n'ont pas accès au marché des capitaux, au marché international des capitaux. Donc je pense que l'effort qu'il faut faire, c'est un effort consistant à dérisquer cet investissement. Et à partir du moment où on arrive à le dérisquer, en apportant des garanties, en faisant travailler les banques multilatérales de développement là-dessus, etc., on peut aider à franchir le mur. On ne peut pas évidemment financer cet investissement par des transferts ou par la prise en charge directe de l'investissement dans ces pays. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. Voilà, je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup Jean Pisani-Ferry. Alors on a bien compris, donc, vous avez évoqué ce mur d'investissement
qui se dresse devant nous. Est-ce qu'il y a une répartition? Vous avez bien expliqué que voilà, il faudrait que tout le monde s'y mette, à la fois la sphère publique, État, collectivité locale et la sphère privée. Est-ce qu'il y a une répartition idéale ou à espérer ou à souhaiter? Dans le cas français, dans notre rapport, on dit qu'il y a à peu près la moitié qui est de l'ordre de la sphère publique, que ce soit de l'investissement public direct, par exemple pour tous les bâtiments publics, hein, c'est 10 milliards par an. Bon, ben ça, c'est forcément la sphère publique. Mais il y a aussi tout le soutien. Il y a toutes les dépenses d'infrastructure, hein, qui ne sont pas complètement négligeables. Ça fait 4-5 milliards. Et puis, il y a ensuite le soutien aux ménages qui n'ont pas les moyens de financer cet investissement, aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens nécessairement de se payer un véhicule ou une camionnette électrique. Donc, il y a tout ça qui revient sur la sphère publique. Donc, ce que doit prendre en charge la sphère publique, c'est ses besoins propres. Et puis, c'est les besoins des agents qui sont trop contraints par la liquidité, l'accès au crédit, et donc auxquels il faut apporter une aide, parce que sinon, ça va bloquer complètement. Alors, on a bien compris ces investissements de transition écologique, hein, avec les différents éléments, énergie, biodiversité et la troisième aussi. Est-ce que ça fait... À côté de ça, il y a tous les autres investissements, vous l'avez évoqué aussi. Est-ce qu'il y a un risque quand même que voilà, certaines choses passent derrière d'autres priorités? Je pense qu'il y a un risque sur le niveau des taux d'intérêt réels, hein, c'est-à-dire le niveau de taux d'intérêt réel d'équilibre, hein, qui n'est pas une variable qui est déterminée par l'action des banques centrales, qui est déterminée par l'équilibre épargne-investissement au niveau mondial. On voit bien que si on additionne les besoins d'investissement comme on le fait, et s'il n'y a pas en face une augmentation de l'épargne, ça veut dire que l'équilibre va se faire avec un niveau de taux d'intérêt réel d'équilibre qui sera plus élevé. Et donc des conditions effectivement de financement de cet investissement qui vont être plus difficiles. Très bien, merci beaucoup. On va retrouver à présent Maya Bakache-Beauvalet. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Alors, avec votre expérience à l'ARCEP notamment, vous avez pu toucher concrètement du doigt l'importance des politiques publiques et comment elles peuvent accompagner des investissements stratégiques. Et je crois que vous voulez prendre deux exemples très, très concrets. Oui, tout à fait. D'abord, merci de l'invitation. Et désolé de ne pas être avec vous en présentiel. Pour les jeunes, j'aurais préféré être avec vous. Donc, effectivement, moi, j'avais envie de faire un pas de côté un peu pour voir comment les pouvoirs publics pouvaient accompagner l'investissement de l'entreprise privée et en particulier voir si on ne pouvait pas en réalité changer un peu notre logiciel pour prendre le mot de notre en termes de politique publique. Et donc, je vais vous prendre deux exemples que j'ai eu à observer. L'un qui est assez traditionnel, c'est vraiment de l'investissement public qui est arrivé, c'est le cas du plan Crédit, donc le plan en fibre de la France. Et un autre, c'est un exemple non pas de financement, non pas d'investissement public, mais un exemple où les pouvoirs publics construisent un écosystème favorable à l'investissement privé. Et je prendrai l'exemple du déploiement de la 5G, en particulier de la 5G industrielle. Donc le premier exemple, c'est le plus facile, c'est de dire, qu'est-ce qu'on attend de l'État? Finalement, c'est un marché financier. Donc l'État apporte les financements nécessaires. Alors cette approche-là, ou cet outil-là, il a un gros défaut, on le sait, c'est celui de désigner le mauvais champion. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison en réalité de penser que l'État sait quel investissement faire, quel secteur industriel privilégié, quelle entreprise privilégiée, quelle technologie privilégiée. On a investi beaucoup d'informations, pour parler en jargon des économistes, et on a investi d'informations entre l'État d'un côté et le marché de l'autre. Il n'est pas toujours pensé que les pouvoirs publics savent mieux que le marché où allouer au niveau d'investissement. Donc on a un exemple, cet exemple du plan Crédit, où je trouve intéressant la manière qu'a choisi l'État et le pouvoir public d'allouer cet investissement public pour être au plus efficace, au plus près en fait, des besoins réels. Donc, comme vous savez peut-être, il y a un rapport de France Stratégique qui est sorti
excellent dernier sur la direction de Canon Magazine qui montre tout le bien, enfin tous les effets bénéfiques de ce plan et comment ils ont réussi en réalité à dépasser ces problématiques de symétrie d'information, ces inefficacité de l'investissement public en général. Notamment, je vais reprendre un article intéressant de Marc Bourreau qui était à Lyon hier, et sur l'estimation de cet effet positif de l'investissement public concernant le déploiement de la. Donc, comme vous le savez peut-être, en fait, la logique qui a présidé, c'est une logique de subsidiarité. C'est-à-dire de dire on va laisser faire l'investissement privé s'il y va, c'est les acteurs privés, les opérateurs télécoms en l'occurrence, s'ils déploient la fibre de manière libre sur un marché parce que c'est rentable de le faire, on laisse faire l'investissement privé et l'investissement public va venir entre eux pallier en fait les défaillances du marché privé, donc aller investir dans des endroits où il n'y a pas de rentabilité évidente immédiate pour les opérateurs privés. Donc ça a été le cas, on a mis de l'ordre de 3 milliards pour l'État et de l'ordre de 9 milliards pour les collectivités, donc un montant conséquent, pour investir, mettre un investissement public pour déployer la fibre en France. Et ce que montre cet article de Marc Bourreau et de ses co-auteurs, c'est qu'en fait, dans 9 cas sur 10, les opérateurs privés ne seraient pas allés s'il n'y avait pas eu l'investissement public. Donc on n'a pas une effet d'édiction dans le cadre du conflit, du privé par le public. Le public est vraiment allé là où le marché ne serait pas allé, n'est pas allé. En revanche, l'autre point que, donc voilà, pour résumer, ça a fait un point efficace, un bon exemple d'investissement public. En revanche, on aussi l'article, c'est que si on savait prédire l'avenir, l'État en fait serait moins efficace que 90%, serait plutôt efficace de l'ordre de 60%. Donc je précise ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, dans ce marché précis, les opérateurs étaient un peu frileux à investir, aussi parce qu'on ne connaissait pas l'évolution du marché. On ne connaissait pas l'évolution de la demande, le fait que les Français allaient avoir une appétence réelle pour demander de la fibre, et que les coûts en réalité n'étaient pas tout à fait ceux qu'on avait anticipés, etc. Et donc il y avait une frilosité au départ à aller sur ce marché. Donc l'investissement public a servi non seulement à financer, simplement, mais aussi à faire une démonstration, une preuve que ce marché était rentable, était utile, était bon. Et donc avec le temps, avec les années passantes, l'entrée des opérateurs privés sur le marché a été de plus en plus facile. Encore une fois, à cause de cette preuve d'efficacité faite par l'État. Par conséquent, si l'État avait su en avance que le déploiement allait être en réalité plus facile que prévu, l'efficacité de l'aide publique tombe à 60% par rapport à 90%, c'est-à-dire dans 6% des cas, l'État vient sans effet d'édition du privé, et dans les 4 autres cas restants, le privé y serait allé, donc il y a une édition claire ici du public, du peu par le public. Donc voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais donner pour montrer que, effectivement, en général, de l'investissement public comme un guichet, c'est pas nécessairement la bonne manière d'être fait, parce qu'en raison de la symétrie d'information, encore une fois, mais que dans ce cas intéressant du déploiement de la fibre, les pouvoirs publics ont réussi finalement à être relativement efficaces en termes d'équilibre entre le privé et l'investissement privé et l'investissement public. Le deuxième cas que je voulais examiner me semble le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre que les pouvoirs publics ont un rôle non seulement en termes d'investissement, mais vraiment en termes de construction d'un écosystème favorable à l'investissement privé. Beaucoup de choses ont été dites sur l'importance de l'État en termes de financement de la recherche, bien entendu, en termes de financement de la formation. Ça, c'est des points clés. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais ça reste des points clés. Mais l'État a aussi un rôle dans la construction de cet écosystème favorable. Alors, c'est quoi un écosystème favorable? Le que je voudrais vous raconter, c'est celui du déploiement de la 5G. La 5G, vous connaissez, c'est une technologie relativement performante, avec un débit 10 fois plus important, une latence 10 fois plus faible. Donc, il y avait vraiment une attente forte en termes de gains de productivité pour les entreprises elles-mêmes, avec des usages divers dans l'IoT, donc dans le Internet des objets, la voiture connectée, la vie intelligente, tout un tas de déploiements industriels attendus très important, avec un impact
intéressant donc, et en termes d'efficacité. Mais les études qu'avait faites l'ARCEP à l'époque, vers 2017, dès 2017-2019, avaient plutôt montré une frilosité, disons, des acteurs industriels. Une frilosité, une timidité. Pourquoi parce que les cas d'usage n'étaient pas si clairs, probablement. On voyait que techniquement c'était efficace, mais on ne voyait pas bien quel produit ou service pouvait en découler. Peut-être aussi en cause d'un coût relativement important du changement de technologie, aussi un coût en termes de matériel, des problèmes de normes, si on fait des matériels de communication afférents à cette technologie. Bref, une faible appétence industrielle. Et qu'a fait le régulateur à ce moment-là? L'ARCEP a déployé en 2020, a attribué ces fréquences 5G non pas aux industriels directement, mais aux opérateurs de télécommunications, que vous connaissez, pour adresser le grand marché, donc pas un marché particulièrement industriel. Mais le régulateur a aussi ouvert un guichet dit expérimental où les entreprises privées pouvaient, à titre expérimental, vérifier le cas d'usage au sein de leur entreprise du déploiement de la 5G. Sans coût ni administratif, ni de transition important, pour faire donc encore une fois la preuve de l'utilité de cet investissement. Et un rapport plus récent, en 2021, autour de M. Herbert, a montré que, effectivement, il fallait accompagner l'entreprise pour dépasser cette frilosité ou ce doute sur les usages d'une solution industrielle. Et donc l'ARCEP a ouvert un deuxième guichet expérimental sur une bande de fréquences, disons, voilà, plus facile d'utilisation pour les entreprises, autour de la bande 3.8, donc autour de la bande cœur de la 5G. On va dans les détails techniques, mais voilà, pour vous donner une idée, c'est que c'était plus facile d'accès et en termes de matériel et en termes de déploiement, pour que l'entreprise déploie ce qu'on appelle des réseaux privés télécoms, donc vraiment au niveau de l'usine, au niveau de leur usage direct. Donc on a quelques exemples qui ont été faits, pour, encore une fois, démontrer l'utilité de ce investissement privé. Donc vraiment, c'est effectivement, on a une frilosité, une peur de prise de risque, un peu plus fort à prendre de risque, et l'État peut être là pour réduire cette frilosité face à la prise de risque. Et donc ça a été le cas, en l'occurrence, ce guichet expérimental a eu en fait succès, donc il y a quelques expérimentations qui se déploient avec une variété d'usages, à la fois dans l'industrie lourde, comme c'était en Allemagne d'ailleurs, mais plus en France aussi dans des cas comme la chimie, comme l'industrie des médias et des spectacles en même temps. Donc une variété d'usages qui est assez prometteuse. Donc voilà, pour aller à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était effectivement qu'il me semble qu'il y a une facilité à dire en termes de politique industrielle, à dire on a besoin d'un investissement public pour compléter l'investissement privé, mais je crois aussi, même si c'est plus compliqué, en fait c'est plus efficace de travailler sur l'écosystème que peuvent donner les pouvoirs publics en termes de normes, en termes de preuve d'usage, en termes de facilitation aussi réglementaire, d'agilité réglementaire, peut-être de savoir faire des dérogations pour que l'entreprise essaye des choses et réduire donc leur crainte de cette prise de risque. C'est aussi ce qu'on attend aujourd'hui. Et voilà, c'était les deux exemples que je voulais vous montrer. J'espère que le son était bon. Merci beaucoup, Maya Bakache-Beauvalet. Juste, alors, vous allez pouvoir poser à présent vos questions via le numéro que vous avez dû voir s'afficher. Juste une précision, si on prend le cas de la 5G, 5G industrielle, est-ce qu'on peut faire un comparatif, parce que ça n'a pas été fait exactement de la même façon, entre la France et l'Allemagne, Maya Bakache-Beauvalet? Oui, tout à fait. Effectivement, donc la France a accordé les fréquences 5G lors de l'enchère aux opérateurs de télécommunications, donc à destination du grand public. Alors comme l'Allemagne, il y a eu des délivrances de fréquences dans des réseaux dits privés, donc aux industriels directement, on appelle les verticaux, directement soit les industriels, soit les universités d'ailleurs, ou les centres de recherche. Et il y a eu ce débat de savoir si, effectivement, en allouant ces fréquences aux acteurs industriels directement, on n'était pas plus efficace à lancer la 5G industrielle en les allouant d'abord aux opérateurs télécoms, à charge pour eux, bien sûr, d'offrir le service aux opérateurs privés.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que la FEP avait ouvert ce guichet expérimental pour motiver un peu la demande de l'industriel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'effectivement, 2-3 ans après le démarrage, qu'il y a eu un retard français, je pense qu'on peut le dire, dans le déploiement de la 5G industrielle au démarrage. Et donc on a une industrie en Allemagne qui a déployé ces fréquences 5G industrielles avec des cas d'usage qui montent. Donc il y a eu un retard français. Est-ce qu'il est dû à la procédure de fréquence? Honnêtement, je ne le crois pas. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu un travail fait dès 2017 pour voir s'il y avait cette appétence en France, elle n'existait pas. Je pense plus dû à un écosystème industriel qui a été plus frileux à ce moment-là. En revanche, ce qui nous permet d'être optimistes, c'est que la diversité des cas en France aujourd'hui est plus grande qu'en Allemagne. Et ça aussi, c'est dû à un tissu industriel qui est plus diversifié que le tissu industriel allemand. Donc là où on a de l'industrie lourde des postes de la 5G en Allemagne, encore une fois, en France, on a une diversité de cas, et en particulier beaucoup de cas dans l'industrie des médias. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut rattraper? C'est une courbe plutôt exponentielle. Donc est-ce qu'on peut rattraper des retards technologiques ou est-ce que le train est déjà parti? Donc voilà, on espère que le train n'est pas déjà parti et que les industriels français sont en train en tout cas de faire la démonstration de la pertinence de ces cas d'usage de cette gestion. Très bien, merci. On voit quand même qu'il y a des différences donc, entre les pays européens. Patrick Artus, il y a des grosses disparités entre pays européens, entre France et Allemagne notamment, sur ces aspects d'investissement justement. Si on fait confiance aux chiffres, la France investit plus que les autres pays européens, hein. Un petit peu plus, hein, mais comme on l'a tous dit, investit avec une qualité d'investissement assez faible, hein. Et c'est assez ennuyeux parce que on va avoir besoin pour la transition énergétique de développer des industries nouvelles. Si ce que Jean avançait, si on arrête d'importer du pétrole et du gaz naturel, et si on importe des éoliennes et des cellules solaires et des électrolyseurs à la place, on n'apportera pas des biens énergétiques, on apportera des biens d'équipement, mais la transition énergétique n'aura pas d'effet joint sur le bien-être, sur le revenu. Donc il faut absolument qu'on déploie une industrie qui nous rendent autonomes pour la production des biens nécessaires à la production d'énergie renouvelable. Et alors, on en est extrêmement loin. Et donc, aujourd'hui, si on passait brutalement à la transition énergétique, on substituerait simplement des importations d'éoliennes ou de cellules solaires aux importations de pétrole et de gaz. Donc, il va falloir qu'on ait une sophistication des investissements assez grande. Et donc, il va falloir qu'on monte en gamme dans le niveau de recherche, dans le niveau d'investissement, pour pouvoir bénéficier en termes de revenus de la transition. Oui, Jean Pisani-Ferry. Oui, donc je vous invite à poser vos questions. Un point de clarification, un point de nuance. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que cette révolution, c'est une révolution industrielle. Une révolution énergétique très généralement entraîne des révolutions industrielles et que la France, comme d'autres pays, ne peut pas rater cette révolution. En revanche, il ne faut pas être autonome dans tous les domaines. Ça n'a pas de sens. Il y a besoin, dans ce domaine comme dans d'autres, il faut jouer le jeu du commerce international, il faut jouer le jeu de la spécialisation, et il faut savoir ce sur quoi on peut gagner, établir des positions fortes. C'est ça qui est difficile. Ça, c'est un problème lourd de choix industriels, à faire par les industriels, à faire par les pouvoirs publics aussi. Mais je pense que c'est important de bien voir qu'on n'est pas dans une logique quand même d'économie fermée. Gilbert Sette et puis Patrick Artus.
Juste un petit complément. La France est dans une situation particulière parce qu'elle a les inconvénients, certains inconvénients spécifiques et certains avantages spécifiques. On voit qu'il va falloir dégager évidemment des ressources considérables pour financer les investissements climatiques nécessaires à la transition. Là où la France a beaucoup de chance, en quelque sorte, c'est qu'elle part d'un niveau très bas en termes de taux d'emploi comparé aux pays cibles auxquels on peut se comparer, comme les Pays-Bas, les pays nordiques, scandinaves, etc. Et encore une fois, si on rattrape ces niveaux de taux d'emploi, il y a une manne considérable qui vient abonder les finances publiques. Hein. Gagner 10 points de PIB simplement par l'augmentation des taux d'emploi, enfin simplement, ça demande un petit peu de temps, mais par l'augmentation des taux d'emploi, c'est encore une fois 130 milliards de plus par an dans les caisses publiques. 130 milliards, ça permet de financer pas mal de choses, en particulier dans la transition climatique. Les points d'inquiétude, enfin, là où les autres pays ont des avantages aussi, c'est qu'ils en ont sous le pied en termes de fiscalité, puisqu'ils ne sont pas à des niveaux records comme peut l'être la France. Le petit point d'inquiétude, c'est que dans ce que j'ai montré tout à l'heure, qui n'était peut-être pas très clair là, dans les bâtons, la France a des niveaux de productivité qui semblent assez élevés. Mais c'est une performance assez faible, en quelque sorte. Parce que si on élève notre taux d'emploi, ben, on mettra au travail en activité des gens qui ne sont pas forcément les plus productifs, qui sont au bord de la route en ce moment. Et donc les performances françaises en termes de productivité risquent de dévoiler des sous-performances structurelles de la France qui peuvent être liées à un capital de mauvaise qualité depuis une longue période, qui peuvent être la manifestation de ce fait-là. Donc, vous voyez, on a des avantages, mais on a aussi des inconvénients et des éléments d'alerte, en quelque sorte, dans une productivité structurellement plus basse, qui nous amènera ensuite à avoir des difficultés de financement, des ambitions climatiques que la France pourra avoir. Patrick Artus. Oui, je voulais faire juste remarquer à Jean qu'on a des importations de pétrole, de gaz, de produits raffinés qui sont à peu près de 100 milliards d'euros par an. Hein. Il va falloir qu'on trouve 100 milliards d'euros de production domestique de matériel pour les nouvelles technologies, pour les nouvelles technologies, pour la transition énergétique, etc. Parce que si on ne gagnera rien si on doit importer 100 milliards d'euros de matériel pour fabriquer de l'énergie, de l'électricité verte, etc. Et alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas faire ça dans une logique d'économie fermée. Mais si on sous-traitait, par exemple, la totalité des éoliennes aux Danois, on n'aurait aucune amélioration de notre déficit extérieur. C'est les Danois qui s'enrichiraient par l'installation d'éoliennes en France. Donc on a une vraie contrainte qui est de trouver 100 milliards d'euros de fabrication française de matériel pour toutes les transitions. Et sinon, on n'aura pas d'enrichissement en termes de revenus du fait qu'on n'apporte plus d'énergie fossile. Alors, tous les investissements qui ont été annoncés en termes de reconquête de souveraineté, je pense au projet carbone, Fos-sur-Mer, tout ça, ça rentre dans ce registre et ça répond à ces besoins. Oui, ça rentre dans ce registre. C'est important. Je ne dis pas du tout qu'il faut sous-traiter au Danemark ou à tel autre, aux Chinois, on a sous-traité de solaire, au Danemark l'éolien et je ne sais qui, aux Allemands, les pompes à chaleur. Je pense qu'il faut absolument se saisir de cette transformation pour une occasion pour reprendre pied sur le plan de la compétitivité qui est sérieusement dégradé. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on ne va pas faire ça sur l'ensemble du spectre, on va faire ça sur une partie du spectre. Et donc c'est largement un choix qui dépend des industriels, mais c'est aussi un choix qui dépend des pouvoirs publics. Bon, oui, Patrick Artus. Mais on peut avoir un optimisme mesuré parce que l'industrie des cellules solaires est maintenant chinoise avec une contribution de la Corée et un peu des États-Unis. Mais enfin, c'est une industrie asiatique essentiellement. On ne va pas relocaliser la production de cellules solaires en Europe. L'industrie, on avait des opérateurs très forts dans l'industrie des éoliennes en Europe
il y avait Vestas, qui est un Danois, il y avait Siemens, etc. Ces opérateurs sont tous en difficulté. Le gouvernement allemand vient d'annoncer un plan de soutien de Siemens, mais ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction des aides publiques à la production d'énergie renouvelable. On aide moins le kilowattheure renouvelable que dans le temps. Et il y a une hausse extraordinaire du prix des matériels. Le cuivre, l'acier, etc., contenu dans une éolienne est beaucoup plus cher qu'avant. Et donc, toute cette industrie européenne est menacée par des Chinois qui n'ont pas de contraintes de rentabilité et qui sont aidés par l'État chinois, et puis qui ont des coûts de main-d'œuvre plus faibles. Et donc, on est vraiment en position défensive aujourd'hui en Europe face à la Chine. Et puis, en plus, la Chine a des effets d'échelle extraordinaires. Vous savez que la Chine installe plus de 50% des capacités éoliennes mondiales chaque année. Donc, il y a les constructeurs chinois d'éoliennes sont beaucoup plus gros maintenant que les constructeurs européens. Ils ont des coûts de production plus faibles et vont commencer à exporter en Europe. Donc il faut voir que ça va être extrêmement difficile de maintenir la production, c'est vrai pour les électrolyseurs, etc., de maintenir une production européenne dans ces matériels. Et fabriquer nos batteries, c'est pertinent pour vous quand même? Oui, mais alors après, c'est une question d'argent public. Enfin, je veux dire, regardez les semi-conducteurs. Aussi bien en Allemagne qu'en France, les États ont mis la moitié de l'argent investi dans les usines de semi-conducteurs. Aussi bien aux États-Unis aussi. l'État. Et donc, effectivement, si on est prêt à subventionner à hauteur de 50% tous les investissements stratégiques, on va avoir des investissements stratégiques. Mais est-ce que c'est un bon calcul public? Enfin, c'est extrêmement cher d'attirer un investissement stratégique d'une compagnie taïwanaise, par exemple, en Europe, quoi. Alors, vos questions. Alors, la question, c'était, si tout le monde n'a pas entendu, que pensez-vous de l'idée d'un grand emprunt pour financer ces investissements auprès des résidents? Grand emprunt public. L'exemple historique montre que le grand emprunt public, c'est bien du point de vue de la mobilisation de l'opinion, c'est bien du point de vue de la perception par les citoyens du fait que c'est une aventure commune. C'est pas très bien d'un point de vue financier, c'est-à-dire ça coûte cher. Ça coûte plus cher que d'aller emprunter sur les marchés dans l'emprunt public, à moins que ce soit une forme, disons, qui donne une sous-rentabilité, parce qu'il y a un coût de collecte qui est quand même relativement important. Et ça garantit une certaine indépendance, on va dire, puisque oui, on ne dépend pas de... Non, mais il n'y a aucune différence que dit Jean. Il n'y a aucune différence entre un emprunt auprès du public et un emprunt auprès des marchés financiers. Enfin, ça peut-être, oui, ça montre l'importance du sujet. Non, la solution, c'est une solution qu'avait utilisée Staline en Russie, c'est d'émettre une perpétuité zéro coupon. La question, c'est est-ce que pour... rendre moins coûteux pour les entreprises les investissements de décarbonation, est-ce qu'on peut avoir des méthodes pour orienter la demande des ménages, par exemple, vers les produits décarbonés? Ça s'appelle le prix du CO2, normalement. Et donc, si on avait une taxe carbone, enfin, je veux dire, tous les essais de modélisation de la taxe carbone qui, par son imposition seule, guiderait l'économie européenne vers la trajectoire de décarbonation qu'on souhaite, c'est-à-dire d'être zéro net émission en 2050. C'est une taxe carbone qui part à peu près à 200 € la tonne aujourd'hui et qui monte jusqu'à 300 € la tonne à peu près. Et donc aujourd'hui, on est à 80 € la tonne. Donc vous avez déjà un petit effet d'incitation à décarboner l'économie, mais qui est probablement pas suffisant pour avoir une incitation complète et suffisante. Oui, alors, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Patrick, mais il y a beaucoup d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faciles à décarboner, qui sont faciles. Et aujourd'hui, il y a des investissements dans les technologies bas carbone qui sont très rentables. Si vous prenez toutes les générations, disons, de prévisions qu'il y a eu
sur le déploiement des renouvelables, le déploiement de l'éolien, le déploiement du solaire, les véhicules électriques, etc. L'Agence internationale de l'énergie a regardé les prévisions qu'elle avait faites elle-même rétrospectivement, et elle a trouvé que le déploiement était beaucoup plus rapide que ce qu'ils avaient pensé. Donc ça, c'est l'indication du fait que, en fait, il y a un certain nombre de ces investissements qui passent le seuil de rentabilité, y compris dans les conditions actuelles. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus chères. Ce qu'on appelle les coûts d'abattement, c'est-à-dire le prix le coût de la tonne de carbone évitée, ça commence à des niveaux assez faibles, hein, mais ça va jusqu'à 250 euros la tonne. Bon, alors on peut aujourd'hui se dire, on commence par ce qui a un coût faible, et puis on verra bien pour l'avenir, sauf que si ça conduit à repousser le problème devant nous et à se retrouver in fine devant un mur d'investissement qui serait extrêmement coûteux et donc qui ne serait pas rentable, on se prépare des lendemains un peu plus difficiles. Donc c'est un pari, en fait, d'une certaine manière, sur la manière dont le progrès technique va évoluer. Et ça, je pense qu'on peut prendre ce pari de manière raisonnable, on ne peut pas le prendre de manière aveugle. Alors, on a retrouvé les questions. Comment peut-on imaginer d'agir sur les dépenses publiques, retraite, allocation, pour retrouver une certaine latitude au niveau de l'investissement, sans pour autant avoir recours à une augmentation de la dette publique? Ou ça peut être vous, Patrick Artus. Oui, mais enfin, honnêtement, je crois que la réduction des dépenses publiques en France, en tout cas, c'est un mythe. Enfin, je veux dire, quand on regarde les dépenses publiques par usage, ben, est-ce que vous allez réduire les dépenses d'éducation? Est-ce que vous allez réduire les dépenses de santé? Est-ce que vous allez réduire les dépenses de police? Est-ce que vous allez réduire les dépenses de défense? Donc on peut peut-être gagner un peu de productivité dans certains ministères, mais je crois que le potentiel de réduction des dépenses publiques est très faible, hein, est très faible. Et je vois pas la possibilité réellement. Enfin, on parle de rationalisation des choix budgétaires depuis 30 ans, de revue des dépenses publiques, et ils n'en sont rien, quoi. Je veux dire, à chaque fois, les dépenses publiques sont plus élevées l'année prochaine. Donc je crois qu'il y a réellement pas beaucoup de potentiel, sinon à très très long terme. Mais on pourrait... Par exemple, prenons le sujet de la santé ou de l'éducation. On sait très bien qu'on a des systèmes de santé et d'éducation qui ne sont pas très efficaces, mais ils ne coûtent pas plus cher que les systèmes de santé ou d'éducation efficaces dans d'autres pays. Simplement, la structure des coûts est différente, quoi. Donc, je ne crois pas à une forte réduction rapide des dépenses publiques, et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faudra soit augmenter les impôts, soit faire des emprunts forcés pour augmenter de force le taux d'épargne des ménages, soit réduire la distribution de profits aux actionnaires. Enfin, je crois pas à une solution sans brutalité du problème de financement. Alors, Gilles Bersat, et puis j'ai une question pour vous aussi. Comment faire pour augmenter durablement le taux d'emploi en France si l'investissement n'y est pas de bonne qualité? Oui, juste déjà pour réagir à ce que vient de dire Patrick, je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il faut passer par une certaine brutalité si on regarde les expériences historiques, mais il y a des pays qui sont arrivés à réduire de façon drastique les dépenses publiques en démarrant d'assez haut, moins haut d'ailleurs pour certains d'entre eux que la France. Simplement, évidemment, c'est quelque chose qui est très, 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 très douloureux quand ça se produit et qui se prépare longtemps et puis qui est dangereux dans des démocraties électorales, quoi. Enfin, c'est des choses qui sont évidemment pas faciles. La brutalité est autre, mais c'est évidemment pas facile. Juste pour revenir un petit peu sur la question de Vincent tout à l'heure,
ça c'est quelque chose, je veux dire, les économistes s'accordent à penser que l'outil le plus efficace sur les émissions de carbone, ça serait une taxe carbone dont la visibilité de la progression serait forte pour tous les agents. Le problème, c'est évidemment l'opposition politique et populaire à une telle taxe carbone. On l'a vu à la fin de l'année 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes en France. Et tous les systèmes qui avancent l'idée assez simple de redistribuer le produit de la taxe carbone aux catégories de ménages qui seraient les plus soumis en quelque sorte à ce signal prix, et sur lesquels on essaierait d'exercer un effet de substitution dans la consommation pour diriger leur consommation vers des produits plus décarbonés, eh bien, sont forcément imparfaits ou d'une complexité inouïe, et donc incompréhensible pour le citoyen normal, quoi. Donc, il y a une difficulté de fond. Alors, pour revenir sur les questions de taux d'emploi, qui sont la seule issue à long terme pour un pays comme la France, et là, on en a beaucoup sous le pied, les 3 segments sur lesquels on est très décalé par rapport aux pays comme, encore une fois, les Pays-Bas, les pays nordiques et scandinaves, c'est les seniors. Bon, il y a une réforme de retraite, même si c'est une réformette, hein. Il y a une réforme de retraite qui est en cours en France, sur les prochaines, qui va monter en puissance jusqu'en 2030, qui devra être suivie tôt ou tard par d'autres réformes des retraites pour nous mettre au niveau de ces autres pays où les gens sont pas plus malheureux qu'en France, hein. C'est pas des enfers sur terre. Il y a les jeunes. Et les jeunes, il y a une réforme, mais cette réforme coûte très cher, la réforme de l'apprentissage. Savoir si ensuite elle pourrait être transformée, modulée pour avoir des résultats inchangés, stabilisés en coûtant beaucoup moins cher. Mais néanmoins, elle reste encore insuffisante par rapport à notre écart de taux d'emploi des jeunes. Et puis, il y a les peu qualifiés. Et pour les peu qualifiés qui sont sur le bord de la route, là, les réformes sont socialement et politiquement beaucoup plus difficiles. Elles sont engagées, c'est la réforme de l'indemnisation chômage, c'est la réforme du RSA, mais le coût politique de telles réformes n'est pas négligeable. Donc la route est longue, elle est dangereuse, elle est pleine de périls. La France s'y est engagée, mais ça demandera pas mal d'années, peut-être 1 ou 2 décennies, avant de rattraper les taux d'emploi de pays qui peuvent être considérés comme des pays cibles, mais ce qui nous amènera évidemment les ressources d'un financement massif de la transition climatique. Autre question, ne pourrait-on pas orienter l'épargne des Français vers la transition écologique via une planification? Juste une remarque, si on voit le taux d'emploi de l'ensemble des Français sur une perspective historique longue, le taux d'emploi des Français a monté, mais c'est uniquement à cause de la hausse du taux d'emploi des femmes, et le taux d'emploi des hommes a baissé. Hein, et donc, ce qui n'est pas tout à fait rassurant sur la capacité de l'économie à vraiment créer des emplois. Alors, pardon, quelle était la question? Ne pourrait-on pas orienter l'épargne des Français vers la transition écologique via une planification? Oui, mais l'épargne des Français, d'abord, elle est très abondante et elle va déjà beaucoup vers la transition énergétique. Enfin, je veux dire, il y a toutes les banques, tous les fonds d'investissement offrent des fonds dits ESG, quoi, pour la transition énergétique, pour la transition, pour la bonne gouvernance des entreprises, et qui sont extrêmement populaires. Je veux dire, dans ma banque, on prévoit que dans 4 ou 5 ans, 100% des financements qu'on fera seront des financements ESG. Donc il sera devenu impossible de s'endetter pour une entreprise sans avoir des clauses ESG dans l'endettement. Donc je ne crois pas qu'il y ait un déficit d'épargne dirigé vers les projets de transition énergétique. Je crois c'est un déficit plus... D'abord, les Français épargnent beaucoup. Enfin, ils épargnent 19% de leurs revenus, ce qui est considérable. Donc, c'est plutôt... si le taux d'épargne de la France est pas très élevé globalement, c'est plutôt par la désépargne publique et par le faible taux d'épargne des entreprises. Mais c'est pas par la faiblesse de l'épargne des ménages. Une question aussi sur l'Union européenne. Ne peut-elle pas avoir un rôle à jouer dans l'investissement pour résoudre la crise climatique? Pourrait-on voir le plan de relance européen se poursuivre en un plan d'investissement collectif à 27 pour le climat? Il y a déjà un paquet quand même. Le plan d'investissement européen, donc, il est aujourd'hui d'une 50aine de milliards, enfin il contribue pour 50 milliards par an au financement de la transition écologique. Le problème, c'est qu'il va s'arrêter en 2026. Il va s'arrêter simplement parce qu'il a été conçu comme une réponse ponctuelle
à une situation de crise qui était la situation de crise sanitaire. Alors, ça, c'est très préoccupant parce que aujourd'hui, si vous voulez, si l'Union européenne donne les impulsions, détermine l'appareil législatif sur la base duquel on fonctionne, il est très largement un appareil législatif européen. Et les États membres ont à leur charge beaucoup plus les coûts de cette transition. Donc, le plan d'investissement européen, il était une manière de faire participer l'Union européenne au financement de cette transition. Le problème, c'est qu'il reposait sur un engagement donc, de la part des États membres. C'était pas une ressource assise sur des ressources propres de l'Union. C'était assis sur une cotisation des États membres et un engagement des États membres d'augmenter leur cotisation. Or, alors, à l'époque, on avait dit il y aura des ressources propres. Mais on a été absolument incapable de dégager des nouvelles ressources propres. Donc, on a dégagé une ressource sur une taxe sur les plastiques, qui est une ressource propre, et puis c'est à peu près tout. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que aujourd'hui, si on veut dire, et je suis pour, que l'Union européenne doit contribuer davantage, ou en tout cas doit continuer à s'engager à maintenir son niveau actuel de contribution au financement de la transition, ça veut dire quelque chose du côté des ressources, parce que les marchés aujourd'hui n'achètent plus une dette européenne dont ils ne savent pas pour combien de temps elle était mise, et en plus, ils ne savent pas bien sur quelles ressources dégager. Donc en fait, l'écart de taux d'intérêt entre l'emprunt européen et les emprunts nationaux, il a commencé à augmenter. À partir du moment, ne serait-ce que où la BCE a cessé d'acheter du papier européen. Donc on est dans une situation qui est une situation sérieuse de ce point de vue-là. Et je pense que la solution, c'est d'aller vers un accord politique pour dire voilà comment on va financer cette opération. Et donc, de ce point de vue-là, il y a différentes solutions. Il y a des solutions sur les ressources, par exemple. Moi, j'avais proposé, avec un collègue allemand, on avait proposé qu'une partie du financement des ventes de quotas carbone soit utilisée pour justement financer des opérations européennes. Alors, on en a retenu une toute petite partie. Mais c'est un blocage significatif. Alors, si elle est toujours en ligne pour Maya Bakache-Beauvalet, les solutions évoquées par Maya Bakache-Beauvalet au niveau des politiques publiques ne sont-elles pas susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence dans le sens où seulement certains agents privés en bénéficient? Et puis, autre question, le déploiement de la 5G avec l'intervention publique en France a-t-il été plus important que celui des autres pays? Comment les États-Unis ont-ils favorisé le développement de la 5G? Oui, alors j'ai du mal à m'exprimer parce que dans mon esprit, cette politique industrielle, elle n'est pas du tout anticoncurrentielle, au contraire. C'est-à-dire que c'est précisément la politique concurrentielle qui est attendue comme écosystème favorable à l'innovation. Donc, dans mon esprit, au contraire, c'est la concurrence qui favorise l'innovation et donc qui va favoriser les investissements. Et précisément, dans le cadre de l'investissement défensif, on a laissé les opérateurs en concurrence dans les infrastructures équiper les zones de présence, ce qui était rentable dans les années. Et les politiciens sont intervenus que de manière subsidiaire dans les zones où il n'y avait pas en fait d'intellectualité à c'était pas ce que j'essayais de montrer. Donc dans mon esprit, au contraire, non seulement il n'y a pas d'opposition, concurrence et politique publique d'investissement, mais au contraire, elles sont complémentaires du jeu. Et je n'ai pas entendu la deuxième question, pardon, c'était L'autre question, c'était par rapport aux États-Unis. Comment ça a été financé aux États-Unis, le développement de la 5G? Alors effectivement, il y a un développement de 5G aux États-Unis. Alors c'est difficilement comparable parce que la concurrence en infrastructure est beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc on a une diversité à la fois de technologies mobiles, de technologies fixes avec un réseau avec autre chose que de la fibre et plus en particulier du câble et du satellite. Donc la comparaison n'est pas complètement pertinente.
profite, si j'ai la parole, pour simplement compléter sur l'environnement qui me semble un point extrêmement important. Donc effectivement, les économistes, on aime bien la taxe carbone parce que ça semble clair, efficace, mais elle est effectivement très mal acceptée. Et dans le monde numérique, il y a aussi d'autres pistes en fait pour réorienter les investissements pour la transition. Et les pistes, c'est effectivement la réglementation et pas uniquement la taxe. Alors je m'explique, on sait que la fibre, c'est 4 fois moins coûteux en termes d'empreinte environnementale que les autres technologies. On sait que, par exemple, le fixe, c'est mieux, entre guillemets, que le mobile. Autrement dit, les usages doivent plutôt s'orienter vers du fixe avec du Wi-Fi en relais que du mobile. De la même manière, la 5G est moins à une empreinte environnementale moins forte que d'autres technologies mobiles. Évidemment, il y a un effet rebond, c'est-à-dire à usage donné, en tout cas, il y a des technologies meilleures que d'autres. Et donc la question, c'est comment le régulateur peut pousser vers cette technologie-là autrement que par le prix, par la taxe carbone. Et donc il y a effectivement beaucoup de, ce qu'on appelle la régulation par la donnée, c'est-à-dire informer à la fois le consommateur et les autres acteurs du système. C'est aussi partie des outils qu'on a à notre portée pour réorienter à la fois les usages et on l'espère indirectement les investissements des opérateurs vers ces usages. Très bien, merci beaucoup. Autre question, est-ce qu'une simple baisse des impôts sur les entreprises augmenterait les investissements ou est-ce qu'il faut guider les entreprises, entre guillemets, pour investir? Patrick Artus. Et puis une autre question, peut-il y avoir création monétaire sans création de dette? Bon, alors sur la première question, je ne suggérais pas une baisse des impôts des entreprises. Je suggérais une baisse un peu autoritairement décidée de la distribution de dividendes et des rachats d'actions des entreprises, par exemple par une taxation différente entre la distribution de dividendes et les investissements des entreprises, une taxation sur les profits des entreprises. Donc ça serait quelque chose d'un peu directif, je veux dire, cette réorientation d'utilisation de l'épargne des entreprises. Et puis, alors, vaste débat, on ne va pas rentrer sur le débat sur la monnaie aujourd'hui. En réalité, ce débat n'a pas de sens et pas de contenu parce que les banques centrales ont fait en réalité de la création monétaire sans contrepartie. Les banques centrales ont acheté des dettes publiques, elles ne les ont pas réellement annulées, mais elles les ont mises dans leur bilan et comme elles les mettent dans leur bilan, ces dettes publiques ne coûtent plus d'intérêt à l'État. Donc on a exactement une situation qui est totalement équivalente à une création monétaire sans contrepartie de dette. Mais simplement, certains économistes ne comprennent pas ça et continuent à prôner une distribution de monnaie hélicoptère, une distribution directe de monnaie pour financer la transition énergétique. En réalité, si un État fait du déficit public pour financer la transition énergétique et s'il émet de la dette qui est achetée par la Banque centrale et qui est gardée dans les bilans de la Banque centrale, c'est exactement de la monnaie hélicoptère. Avec quand même une clause un peu particulière qui est que les banques aujourd'hui voient leurs réserves auprès de la Banque centrale rémunérées et donc les banques centrales sont en perte. Ce qui diminue les recettes de l'État, enfin de leurs actionnaires. Autre question, pardon. L'État pourrait-il agir comme, entre guillemets, garant des dettes d'investissement du privé dans certains domaines, comme certains le proposent? Jean l'a dit, il y a différents types d'investissements nécessaires du privé. Il y a des investissements qui sont directement rentables. Aujourd'hui, la production d'éolien offshore, c'est directement rentable. Et donc, il n'y a pas besoin de l'intervention de l'État. Il y a des investissements qui sont d'une rentabilité inférieure à la rentabilité usuelle des investissements des entreprises. Simplement, il faut voir que les entreprises, comme elles vont devoir investir
beaucoup, sans contrepartie en capacité de production, acceptent une rentabilité plus faible du capital. Et puis enfin, il y a des investissements qui n'ont pas du tout de rentabilité. Par exemple, passer du coke à l'hydrogène, la production d'acier pour une même capacité d'acier, ça a une rentabilité nulle en termes de rentabilité privée. Et là, on peut penser on peut penser soit à des garanties publiques, soit simplement, ce qui se fait effectivement plutôt, à un financement partiel apporté par l'État de ces investissements qui ont des rentabilités privées très, très faibles. Allez, une dernière question, j'ai déjà débordé, pardon. Comment combler notre retard d'investissement dans le capital humain par rapport aux États-Unis? Si on prend les enquêtes PIAC, qui mesurent le capital humain, le capital humain des Européens n'est pas plus faible que le capital humain des Américains. Et il faut pas confondre le capital humain dans les universités américaines, qui est fait pour 90% d'étrangers faisant leurs études aux États-Unis, et le capital humain des Américains. Le capital humain, les compétences des Américains sont pas plus fortes que les compétences des Européens. Non, Oui. Sur ce point-là, Vous aurez le mot de la fin, Gilles Bierset. Voilà, il y a quand même un petit point d'alarme pour notre pays en particulier, puisqu'on voit son classement dans tous les rankings internationaux, OCDE, etc., se dégrade continuellement depuis une bonne dizaine d'années. Mais il est clair que l'investissement éducatif demande aussi des ressources. Et en ce moment, la paupérisation de l'éducation nationale, puisqu'il faut l'appeler comme ça, aboutit à une perte de qualité. Et on retrouve le propos que je tenais tout à l'heure. La seule façon d'engager une réforme ambitieuse de l'éducation nationale, du système de santé, etc., c'est de trouver des ressources, parce que pour l'instant, on est déjà au taquet maximum en termes de taux d'imposition, de taxation. Trouver des ressources par la croissance, par plus de PIB, et c'est ce plus de PIB qui amènera des ressources pour financer des réformes indispensables. Sinon, on vivra un déclassement continu de la France par rapport aux autres pays qui sont déjà à des niveaux de vie et donc de ressources plus importants que le nôtre pour une éducation nationale de qualité et des systèmes de santé de meilleure qualité. Très bien. Merci beaucoup. Pardon d'avoir débordé de 4-5 minutes.